Alors Pierre Lemaître, vous n'avez commencé à écrire qu'à 55 ans. Ah non. Non, ça commence très mal déjà. Alors d'abord, merci beaucoup d'être là. Merci à Passaporta de nous accueillir. Merci à Nicole d'animer cette soirée. Ça fait très plaisir. Moi, je viens de l'étranger, je viens de loin. Mais non, ne croyez pas ça, je viens de Provence quand même. Donc je suis près de Marseille. Donc, bon, la Belgique, c'est très 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 loin, c'est très exotique pour moi. Donc non, c'est très agréable de venir ici. J'ai reçu, ça fait 48 heures que je suis ici, je reste jusqu'à demain. J'ai reçu ici en Belgique un accueil très amical, très fraternel. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc d'abord, avant de répondre à votre question, Nicole, d'abord, merci beaucoup d'être venu si nombreux. Alors d'abord, c'est pas 55 ans, c'est 56. Ah. Et la deuxième chose, c'est que je ne permettrai à personne de dire que 56 ans est un âge avancé. Et je vous conseille, ma chère Nicole, de méditer cette sentence. Non, en plus, vous n'écrivez pas du jour au lendemain. Vous aviez toujours écrit. Et vous avez publié votre premier roman. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est bien, vous venez de vous rattraper. Oui. Votre handicap a été rattrapé. Oui, en fait, c'est intéressant peut-être comme notion. C'est la différence qu'il y a entre écrire et publier. Alors comme ça, simplement, ça paraît mécanique. On écrit, on peut avoir du mal à publier, puis au bout d'un moment, on publie. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, dans mon cas, c'était beaucoup plus compliqué que ça. J'ai toujours été un écrivain. J'ai toujours été un romancier. J'ai jamais été vraiment un écrivain, mais j'ai toujours été un romancier. On rediscutera de ça, cette notion, si vous voulez. Oui, c'est pas mal. J'ai toujours été un romancier, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le réflexe d'inventer des histoires. À partir de l'âge de 11-12 ans, j'étais déjà un romancier. J'ai commencé mon premier roman sur les cahiers de brouillon avec mon copain Pelletier. On a tous un copain Pelletier. Donc à l'école communale avec qui on écrivait des histoires, des nouvelles. On n'allait jamais au bout. Enfin, il y avait une espèce de pulsion d'envie de raconter. Et puis moi, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je fabrique des intrigues de manière spontanée. Je fais des romans comme les pommiers font des pommes. Vous voyez, donc j'ai pas beaucoup de mérite à ça. Donc je pense que j'ai toujours été romancier, c'est-à-dire j'ai toujours eu ce réflexe de voir la réalité et vraiment sans aucun effort d'inventer immédiatement de micro-histoires. Donc j'ai l'impression que j'ai toujours été romancier et c'est vrai que la publication par contre est arrivée tard, à 56 ans. Alors là encore, je suis un petit peu bavard sur cette question, mais la question de l'âge me titille beaucoup ces derniers temps. Pourquoi ? Sans doute parce que je vieillis, j'espérais que vous ne me le feriez pas dire. Mais on est tous pareils. Ouais, tous pareils. Non, cette question me taraude un petit peu. C'est que je n'ai jamais écrit mon premier roman. Vous voyez, le premier roman, traditionnellement, est un roman assez psychologique, souvent un tout petit peu égotique. C'est un espèce de roman, comme une espèce de passage obligé, comme si on devait décharger un certain nombre de choses avant de pouvoir commencer à faire de la littérature. Il y a une espèce de moment qu'on appelle généralement le premier roman, qui est un moment un petit peu difficile où on a besoin finalement de se débarrasser d'un certain nombre de choses. De soi et de mythes. Et de commencer à écrire après. Et peut-être que la chance d'avoir publié tard, c'est que je n'ai jamais passé ce moment-là. Je n'ai pas écrit mon premier roman, j'ai tout de suite écrit le deuxième. Voilà. Mais alors, ça va dans la figure, et ça va dans l'estomac. Le premier roman qui est publié, c'est Travail soigné. Ouais. Et là, je l'ai lu, là, je me disais, mais comment est-ce possible, dans les détails, d'écrire des corps coupés en deux, des seins arrachés. En trois, oui, même. Oui, parce que la tête a été accrochée au mur. Alors on arrache la gorge, on brûle les tétons, on va... Oui. C'est ahurissant. Oui, mais Nicole, essayons d'être un tout petit peu rigoureux, si vous voulez bien. Je plaisante, j'espère que vous avez compris, je l'adore en fait. Rien de ce qui est horrible dans ce livre n'est à moi. Je n'ai rien écrit d'horrible. C'est une copie
Voilà. Donc en fait, les responsables de l'horreur s'appellent Bret Easton Ellis, s'appellent Gaboriau, etc. Moi, franchement, j'ai vraiment les miches propres. Hein. Je suis nickel. C'est un ange qui tombe du ciel. Je n'ai fait que ramasser des choses qui appartiennent aux autres. C'est les autres qui sont épouvantables. Et puis, je vais vous dire, franchement, d'abord c'est vous. D'abord c'est vous. Parce que interrogeons-nous une seconde sur ça. Moi, au début de ma carrière, on me faisait beaucoup le reproche d'écrire des choses épouvantables. C'est vrai que c'est des choses épouvantables. Et je disais, mais c'est à cause de vous que je le fais. S'il n'y a pas de lecteurs pour des romans policiers, je n'en écrirai pas. Mais quand même, réfléchissons, en France, je ne sais pas comment c'est ici en Belgique, mais en France, 1 roman sur 4 est un polar. Et les lecteurs sont des lectrices. Ça veut dire, globalement, les femmes demandent des polars. Ah bon ? Ils demandent de l'horreur. Et après, elles viennent, elles disent « Oh, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est méchant. » J'ai envie de dire « Mais attendez, soyons sérieux quand même. » N'achetez pas, alors. Hein, voilà. Non, derrière la plaisanterie, il y a quand même une vraie question. C'est que c'est ce besoin de roman policier, ce besoin de thriller, il faudrait l'interroger sur le plan de la sociologie de la lecture. Moi, je ne suis pas un sociologue, je suis simplement un type qui raconte des histoires. Et vous êtes psychologue. Oui, mais je pense qu'il faudrait faire une sociologie de la lecture. Mais alors là, justement, dans ce premier roman, c'est génial, cette histoire d'auteur qui a influencé un assassin, et c'est en même temps un investigateur, disons un commandant, un commissaire, en tout cas il ne veut pas qu'on l'appelle commissaire, il veut qu'on l'appelle commandant de la brigade criminelle, qui va commencer à se demander si ça n'a pas un peu à voir avec d'autres auteurs, s'il n'y aurait pas d'autres crimes. C'est fantastique. Pendant que son épouse, l'épouse de Camille, donc le commissaire, le commandant, est en train de garder son bébé, elle va bientôt accoucher, mais elle est tout le temps toute seule. Donc il y a plusieurs, comme dans tous vos romans, il y a beaucoup d'empathie avec la condition de la femme qui doit porter un bébé, qui est toute seule, et pendant ce temps-là, l'homme travaille, et l'homme n'est jamais là. Et l'homme ne peut pas se libérer parce qu'il a un travail extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vrai aussi. Vous en parlez très très bien dans ce roman. La question de la position de la femme est une chose, je pense, c'est une ligne traversante. Oui. Elle va jusqu'au dernier roman, hein, jusqu'à Miroir de nos peines, avec la question de Louise. Pour faire court, hein, j'avais 16 ans en 1968, au moment où la société française a changé. Et j'ai été élevé par des féministes. C'est-à-dire, en fait, j'ai été élevé, ce que j'appelle être élevé, c'est-à-dire je suis devenu un homme avec les premières femmes que j'ai rencontrées à partir de l'âge de 17-18 ans. Et c'était des femmes de leur génération et des femmes féministes qui nous apprenaient ce qu'était la domination masculine. Alors, j'étais un lecteur de Bourdieu, voilà, je travaillais la question de la domination masculine, mais très vite, les femmes qui m'ont élevé, les femmes que j'ai aimées et qui m'ont élevé, étaient des femmes qui mettaient beaucoup d'accent sur la domination masculine et qui nous ouvrait à nous, qui étions des jeunes hommes, qui nous ouvrait les yeux sur ça. Et beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à publier, je me suis rendu compte qu'au fond, ce qu'elle m'avait appris, par bonheur, je ne l'avais pas oublié. Et d'une manière globale, on pourrait dire que la question de la résilience des femmes face à la domination masculine est certainement un des traits, voilà, un des fils directeurs. Il y a une phrase de Scott Fitzgerald que j'aime beaucoup. Alors, je ne peux pas la citer exactement, d'abord parce que je n'ai pas de mémoire, mais il dit, globalement, un romancier, c'est un mec qui a 2-3 trucs à dire, et puis qui essaye de les dire livre après livre à peu près correctement. Alors, j'ai bien médité ça, hein, parce que derrière l'apparence de la simplicité et presque de la vulgarité du propos, il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est je regarde Proust, Marcel Proust, hein, un collègue de bureau. Nous sommes Goncourt, lui et moi. On a le même prix. Donc depuis qu'on a le Goncourt tous les deux, Proust est un collègue de bureau. Hein. Je regarde le Proust et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à dire ? Et en fait, Scott Fitzgerald a raison. Même les plus grands auteurs, ils ont... moi j'ai 2-3 trucs à dire, Proust en a 7 ou 8. Mais c'est quand même, ça tient sur les deux mains, vous voyez. Et si j'essaye de regarder, après 10 livres publiés, quelles sont les lignes de force, quelles sont les figures récurrentes, celles qui... Il y a le corps abîmé, c'est une figure de style qu'on retrouve beaucoup. Il y a la question de la maternité, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et la question de la domination masculine et de la résilience des femmes. J'ai l'impression que... alors, ce n'est pas les seuls éléments, hein, j'espère qu'il y en a un ou deux, mais
un de plus, mais quand même globalement, on n'a pas tant de choses que ça à dire. La grande question, c'est d'arriver à les dire à peu près correctement. La vieillesse aussi. Et la vieillesse aussi, mais c'est plus récent. Oh, quand même. Non, il y a, ça... J'étais vieux très tôt, c'est vrai. Même Gabriel Garcia Marquez en parle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est quelque chose qui talonne tout le monde. Arriver au bout, arriver quand? Arriver déjà ou arriver bientôt? Ça, ce sont les questions qu'on se pose. C'est vrai que le fait de faire parler les femmes aussi, c'est intéressant. Hein. La façon dont vous faites parler les femmes, dont vous vous appropriez finalement une psychologie féminine, s'il y en a une. Parce que je pense qu'on n'a pas forcément des différences, mais dans Robe de mariée, par exemple, où c'est une femme qui pense qu'elle est folle, et là aussi ça commence par une scène extrêmement forte, une femme une jeune fille qui garde un petit enfant, enfin un petit garçon, qui va au parc avec lui. Un jour, on ne sait plus pourquoi, l'enfant est étranglé à côté d'elle, contre elle, contre sa jambe, et ne sait pas. Et ça, c'est encore une image extrêmement forte, parce qu'on s'est pris d'affection pour ce petit, pour ce rapport qu'elle a, parfois plus tendre que d'autres. Et puis commence un terrible escalier vers jusqu'où est-elle folle. Jusqu'où est-elle folle. Et puis, paf, il y a le palier. Et là, vous êtes derrière. Et vous nous renvoyez à autre chose. C'est quoi la question? La question, c'est... On écrit à la place d'une femme. Alors bizarrement, ça ne m'a jamais posé de difficulté. Vous avez raison de dire que j'ai commencé avec mon deuxième livre qui s'appelait Robe de mariée, où je parle à la place d'une femme. J'ai eu plus de difficultés à faire parler un enfant dans 3 jours et une vie, qui est un roman bien postérieur. J'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher de manière crédible le discours d'un enfant et sa fantasmatique que celle des femmes. Dès mon deuxième livre, je mets en scène une femme et ça ne me pose aucune difficulté. Alors, peut-être que des femmes vont trouver que ce n'est pas crédible, hein, c'est autre chose. Non. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment d'avoir une difficulté. Je pense que c'est mon côté féminin. Je pense que ce côté féminin, il m'a permis, me semble-t-il, de comprendre quelque chose, pas tout, hein, mais de comprendre quelque chose de la psychologie féminine, et certainement que je n'ai écrit que sur la partie de la psychologie féminine que j'étais capable de maîtriser. Donc je l'ai fait avec Robe de mariée, je l'ai fait avec un autre roman qui s'appelle Alex, peut-être on discutera de ce roman, mais d'une manière générale, faire parler une femme, mettre à sa place, je n'avais pas le sentiment de faire un saut épistémologique. C'était pas compliqué pour moi, c'était pas compliqué. Alors il y a une chose, c'est les faire parler, d'autre part, c'est la façon dont vous présentez les femmes. Parce que par exemple, quand on prend le premier roman, justement, Travail soigné, cette femme, Irène, que l'on n'aperçoit que par moments, qui est tout le temps dans la tête du héros principal, le Camille Verhaeren, qui est un nom belge en plus. Hein. Flamand, oui, je pense. Oui. Ouais, oui. Très, très, très fréquent chez nous. Oui, hein. Mais ça vient de... Enfin, c'est une histoire. Enfin, oui, mais c'est laquelle? Alors... Parce qu'il y a la série Verhaeren. Hein, je ne sais pas si vous avez lu déjà, mais toute la Alors, série... je l'appelais comme ça en hommage à la peinture flamande, parce que la peinture flamande, c'est la première peinture, à ma connaissance, hein, qui attache autant d'importance au second plan, et notamment au second rôle. Dans la peinture flamande, c'est une vraie découverte de la peinture flamande, 16e, 17e siècle, où pour planter le décor, on ne se contente pas de mettre une forêt ou un lac, on commence à mettre des gens. Et en fait, on a des seconds rôles. En fait, vraiment, cette peinture invente la notion de second rôle. Et la notion de second rôle est pour moi très importante parce que dans un roman, je suis convaincu que c'est les seconds rôles qui amènent de la crédibilité à la vie des personnages principaux. Sinon, on a l'impression que les personnages principaux agissent devant une toile assez rigide, assez figée. C'est comme les clowns, en fait. Hein. Absolument, tout à fait. Et en fait, je l'ai appelé ainsi, Camille, parce que je voulais rendre hommage à cette peinture qui me donne le souci permanent du détail et du second rôle et de l'arrière-plan. Voilà. Alors Camille a 1m45, on le dit tout le temps. Chaque fois, il y a des hommes qui le regardent avec beaucoup d'insistance. Donc il est parfois soupolé,
Parfois, il rentre dans des colères terribles, mais il est d'une perspicacité, il a une intelligence presque intuitive. Et ça, c'est un personnage qui nous plaît, qu'on a envie de suivre. Alors, Camille, c'est un personnage colérique. Et je me suis rendu compte vraiment très très tard que c'était un mix de mon père et de moi. En fait, il a la taille de mon père, il a l'humour de mon père et il a ma colère à moi. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est très étrange ça. J'ai jamais voulu écrire de romans autobiographiques. Et donc j'avais du coup l'impression d'écrire assez loin de moi et de ne pas trop me mettre en scène. Et plus je vieillis, plus je regarde mes romans, plus je m'aperçois que je suis partout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'inconscient du texte a infiltré, en quelque sorte, par capillarité, a infiltré tous les espaces du texte. Et si je prends du recul et que je regarde ça, je me dis, bon, ça c'est mon père, ça c'est... Voilà. Ça peut être ma sœur, ma mère, c'est ma vie, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est mon milieu, c'est ma banlieue. Enfin, j'arrête pas en fait, pendant très longtemps, je me suis bercé de l'idée que j'écrivais loin de moi et ça m'aidait à écrire. J'écrivais pas sur moi, j'écrivais sur les autres. Puis en fait, écrire sur les autres, c'est toujours écrire sur soi. Et c'est une des grandes magies de la littérature, parce je parlais de Proust tout à l'heure. Proust fait le chemin presque inverse. Il nous intéresse avec une société qui n'est pas intéressante. C'est vrai. Voilà, c'est une poignée de snobs. Un salon. Franchement, pour trouver de l'intérêt à ces gens-là, faut faire partie du milieu, quoi. On s'en fout complètement, quoi. C'est ce que disait Gide, c'est l'histoire de Duchesse, on s'en fout, quoi. Sauf que il nous parle de la jalousie de Charles Swann, et au moment où il nous développe la jalousie de Charles Swann, c'est plus de Swann dont il nous parle de notre propre jalousie. Ce que nous lisons à travers Proust, c'est un miroir, nous nous reconnaissons dedans, et en voyant la jalousie du personnage, nous donnons du sens à la nôtre. Nous remémorons les moments où nous avons été jaloux, avec des choses que nous ne pourrions pas nous dire s'il n'était pas là pour le faire. Quand Swann est jaloux, Proust dit à un moment, il était malheureux, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser quand même que sa vie était plus intéressante maintenant. Alors ça, ce moment où vous avez l'impression que ce qui vous fait du chagrin vous fait vivre, c'est un moment toujours troublant. C'est très difficile de se formuler ces choses-là. Et Proust nous permet, en nous le disant, de nous reconnaître. En fait, Proust n'écrit que sur nous. C'est ça le génie de cet homme-là, c'est qu'il n'a jamais écrit sur les duchesses. Bah oui, mais tout le monde, tous les auteurs, quand même. Ça, je ne pense pas que tous les auteurs ont cette universalité. Peut-être qu'ils ne savent pas, et ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais enfin, vous-même, vous écrivez sur un quartier populaire ou pas, ou dans une maison un peu chic, et c'est pas, vous parlez quoi de la différence des classes, vous parlez de la société actuelle. Oui, mais la différence des classes n'est pas la vie de tout le monde. Non, mais on peut s'y confronter. On peut s'y confronter, mais ce n'est pas forcément notre vie. Alors que ce que fait Proust, il nous parle de notre vie. De l'intérieur. De l'intérieur. En fait, c'est ça. Ouais, c'est la grande différence. De tout ce qui se passe, ce qui se passe. C'est comme ça, c'est la supériorité. Ouais, Proust, le maître, il y a Goncourt et Goncourt, vous avez compris le truc. Mais il y a aussi, par petites touches, en tout cas, c'est ce que vous faites dans tous vos romans, ceux que j'ai lus en tout cas, c'est que vous faites apparaître une tendresse, même dans les moments les plus durs, même dans les moments les plus spectaculaires, je dirais. Souvent des images au début. Chaque roman a son moment spectaculaire au début, et puis vous avez des petites choses comme ça, des sentiments, une douceur, un sourire, une poignée de main. Par petites touches, vous parlez d'un sentiment qu'on ne dit pas, parce que ce sont des gens pudiques, souvent. En tout cas, Camille, il est pudique. Il ne peut pas prendre le bras, il ne peut pas prendre par l'épaule sa femme, il va lui prendre le bras, il va lui prendre la main. Ils vont marcher. Et il ne va pas lui dire je lâche tout parce que je veux te voir, parce que tu es à 1 mois et demi d'accoucher de notre enfant, etc. Mais il va tout doucement arriver, comme ça. Et ça, ce sont des choses qui nous touchent, nous, les lecteurs. Ça touche les femmes. Oui, je ne suis qu'une femme. Donc, Oui. Non, c'est pas un reproche, Nicole. Non. Ne prenez pas mal. On n'est pas mal vu d'être une femme. Ça appelle plein de questions. D'abord, peut-être sur la scène inaugurale
Hein. Souvent, toujours, mes romans commencent par une scène inaugurale qui est une scène marquante. Hein. Alors, on la retrouve bien sûr dans les romans policiers, parce que c'est une règle du genre. Hein. On le retrouve dans mes romans dits historiques. Hein. Bon, on pourrait contester, d'ailleurs je conteste complètement cette notion-là, mais enfin bon, pour faire court, les derniers romans, là, cette trilogie dont on parlera tout à l'heure. Je voudrais bien faire comprendre que c'est un truc. C'est un truc. C'est une recette. C'est une recette. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, malgré que ce soit une recette, c'est pas forcément quelque chose de malhonnête. C'est une manipulation, mais il y a des manipulations vertueuses. C'est que dans le type de roman que j'écris des romans d'aventure. Hein, voilà. Dans le type de roman que j'écris, il y a un certain nombre de règles, et notamment, il y a ce que j'appellerais le contrat implicite entre le romancier et le lecteur. La scène d'ouverture, qui est souvent une scène que je cultive pour être une scène frappante, dans Au revoir là-haut, c'est un homme qui est enterré vivant avec une tête de cheval. Dans Couleur de l'incendie, c'est un petit garçon de 7 ans qui se défenestre du second étage sur le cercueil de son grand-père. Et ici, on va moins le dire parce que les gens n'ont pas forcément lu, c'est une jeune fille à qui on fait une proposition malhonnête et qui va en souffrir beaucoup de l'avoir acceptée. Alors, ces scènes-là, vous comprenez bien que le systématisme avec lequel je le fais correspond à une logique. Cette logique, c'est ce que j'appelle le contrat implicite. C'est-à-dire, quel est mon problème ? Quand je fais une histoire, quel est mon problème ? Mon problème, c'est de savoir si le lecteur va adhérer à mon histoire et si je vais pouvoir l'emmener jusqu'au bout. Non pas parce que j'ai un besoin démagogique d'être aimé, c'est parce que j'ai un projet littéraire, j'ai envie de lui dire des choses sur la fin de la guerre de 14, sur les années 30 et la montée du fascisme, ici sur les périodes de crise où nous sommes renvoyés davantage à nos terreurs qu'à nos valeurs. Donc j'ai un propos. Pour que ce propos soit entendu, il faut que mon lecteur aille jusqu'au bout. Et donc j'ai besoin de nouer avec lui une sorte de contrat qui tient sur une promesse narrative. Donc la scène d'ouverture, elle est là pour sceller ce contrat. Moi, j'ai des lectrices qui m'ont dit, écoutez, vous savez, Couleur de l'incendie, ce petit garçon qui se défenêtre du 2e étage, je n'ai pas pu poursuivre. Et je dis, vous avez raison, ce livre n'était pas pour vous. Oui, elle a raison. On a tout à fait le droit de dire, non, je n'ai pas envie de lire ça. C'est tout à fait respectable. Mais en même temps, si vous acceptez de lire ça et vous dites, bon, j'ai envie de savoir la suite, d'une certaine manière, vous avez signé le contrat que je propose. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc, je pense que je n'avance pas masqué. Vous voyez, cette scène, elle a plusieurs vertus, et notamment d'annoncer la couleur, si je puis le dire. En général, oui. Pour les polars ou les thrillers, ou comme je ne sais pas comment vous les appelez, mais tous ces premiers romans, c'est tellement violent, tellement fort, que ça ne peut pas être pire après. Donc on se dit, ouf, on l'a passé. Oui, sauf dans Travail soigné, où la fin est pire que le début. Hein. Oui, ça c'est... Oui. Mais c'est plus psychologique aussi, et c'est plus en filament, et c'est oui. Enfin, et ça a des résonances. Qu'une femme enceinte éventrée est psychologique, mais j'ai tendance à penser que c'est aussi un peu anatomique. Non, mais je veux dire, ça a des... pas vous vexer. Hein, ça a des répercussions, même dans les suivants, hein, je veux dire, et même pour le personnage, Camille. Mais c'est vrai qu'il y a... Quand on n'est pas grand lecteur de polar, par exemple, on est là, par exemple, les sourires qui sont... ouvert jusque-là ou jusque-là avec les couteaux, etc. Mais c'est à vomir. Hein. Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour ces compliments. Ça me fait très plaisir, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Il y a des gens qui me disent oh, « c'est horrible », je dis « merci beaucoup, c'est gentil, c'est très, très gentil ». Essayons de réfléchir une seconde à cette question. Un roman policier commence toujours par un crime. Hein. Vous avez peu de chances de faire un bon roman policier avec Oui, va au marché. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, ou Martine à l'école. Hein, oui, bon, ça ne marchera pas. Donc ça commence par une affaire criminelle. Une affaire criminelle, dans la réalité, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est-à-dire, qui d'entre nous a déjà vu quelqu'un d'assassiné sous ses yeux ? Peu de gens l'ont vu, hein, peu de gens l'ont vu. Mais
dès qu'on a assisté, vous voyez, hier on était au restaurant et un monsieur s'est trouvé mal, a renversé une table, est tombé. C'était un spectacle insoutenable. On a appelé les pompiers tout de suite. Cet homme a simplement eu un malaise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'était pas un accident gravissime. Il n'a pas pris 24 coups de couteau, il n'a pas été une balle dans la tête. Il est tombé. Mais rien que cette image, cet homme qui s'accroche à une table, qui renverse la table, qui tombe allongé, ça vous bouleverse. Alors vous imaginez lorsqu'il s'agit d'un crime de sang. Donc, un roman policier commence par une horreur. Bon. Alors après, c'est une question de degré. À quel moment allez-vous estimer que c'est une horreur acceptable ? Oui, les gens me disent, moi les crimes d'enfants, d'accord, donc ils ne veulent pas d'enfants. Okay, bon. Alors ça veut dire, je peux tuer une jeune femme de 21 ans, je peux l'éventrer, c'est acceptable, plus acceptable, moins acceptable. Vous voyez, on est très vite perdu dans cette question des curseurs, parce qu'en fait on écrit sur des horreurs. Sauf que ces horreurs, d'une certaine manière, elles expliquent le monde. Parce que le roman policier est toujours basé sur un moment de crise, alors de crise sociale ou de crise psychologique, qui a conduit à cette scène d'horreur. Donc l'horreur n'est pas une cause mais une conséquence. Et quand on me parle, moi, de mes livres en termes de « vous avez écrit des scènes épouvantables », on me parle des causes qui auraient engendré mon livre, et pour quelles raisons vous l'avez fait, alors qu'en fait, il faudrait retourner la problématique. Ça tient aussi à la question de la structure du roman policier. C'est le seul type de roman qui est systématiquement hétérograde. Il commence toujours par la fin. Oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai que quand on a cette image forte qui s'imprime dans le cerveau, dès le départ, on a plus de facilité. On se demande pourquoi et on va vous suivre. On va vous suivre jusqu'au bout, justement, pour comprendre toutes les méandres. Et ça, je pense que ce n'est pas à cause de l'horreur de la scène, c'est, je pense, quand on est attaché au personnage. Oui. Je pense que ce qui va, dans une fiction, nous donner envie de poursuivre le chemin d'un roman, c'est avant tout l'attachement ou au contraire la révolte qu'on a vis-à-vis des personnages. Mais c'est toujours parce qu'on entretient un certain type de relation avec les personnages qu'on a envie de poursuivre. Ce n'est pas tellement la gratuité de la scène d'horreur en elle-même, c'est le fait qu'il y a quelqu'un pour nous expliquer pourquoi c'est horrible. Alors on va peut-être aborder maintenant un petit peu... Et on reviendra au polar et au thriller et à tout ça. Mais la trilogie, justement, que vous venez de terminer, pas de suite possible pour... C'est comme pour le roman policier, vous commencez par la fin. Parce qu'on s'attache à tous ces personnages. Oui, alors non, les personnages, non, ils réapparaîtront pas. Non. Ils réapparaîtront pas. Une suite, oui, dans la mesure où mon projet était de faire une espèce de photographie du XXe siècle. De l'entre-deux-guerres aussi. Oui, non, mais d'abord, initialement, le projet est très ambitieux, 1920-1980, c'est mon siècle de référence pour faire court. Je suis un homme... L'essentiel de mon existence aurait été passé au XXe siècle. Hein. J'aurais vécu plus longtemps au XXe siècle qu'au XXIe. Donc mon siècle de référence, c'est le XXe. Donc l'histoire du XXe, pour moi, c'est globalement de la guerre de 14 aux années de crise, jusqu'aux années 80-90. Donc voilà, j'essaye de faire avec cette fresque une espèce de photographie du siècle tel que je l'imagine, tel que je le vois. Donc ça y est, maintenant j'ai fait une trilogie sur cette période unitaire qui est l'entre-deux-guerres. Maintenant je m'attaque aux 30 Glorieuses. Alors ça sera un livre, 2 livres, 3 livres, je ne sais pas. En tout cas, quand on mettra, si j'ai le temps de l'écrire, si j'ai le loisir de le faire, quand on mettra les livres les uns à côté des autres, on devrait avoir une espèce de petite histoire romanesque du siècle. Alors bon, à ma manière à moi, c'est ma petite musique à moi, c'est pas non plus... Enfin, bon, voilà. Mais le déclic pour le premier, justement, pour Au revoir là-haut, c'était une lecture que vous aviez de ce qui se passait dans l'armée Non. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous C'est a... une erreur. C'est quoi? C'est un roman policier. Moi, j'ai pas envie de faire de romans historiques. Je déteste les romans historiques. Je déteste ça. Mais ça ne l'est pas. Non, ne m'insultez pas, bien sûr que ça n'est pas. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'aime pas les romans historiques. C'est ennuyeux. Et donc, moi, j'ai pas du tout l'intention, lorsque je commence en 2010 ou 2011, le livre qui va devenir Au revoir là-haut, j'ai pas l'intention d'écrire autre chose qu'un roman policier. Sauf qu'il se trouve que je travaille pendant quelques mois. J'ai envie d'écrire ce qu'on appelle un polar historique.
Un roman policier qui se passe dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça mon projet. Et puis je me rends compte, alors je travaille pas mal, je me documente, ça m'amuse beaucoup. Puis mes personnages, ils me plaisent, l'histoire d'Anna, comme Monument aux morts, tout ça, ça me plaît bien. Puis mes personnages, ils me plaisent. Je suis bien dans ce bouquin, sauf que je me rends compte à un moment que ça marche pas, quoi. Le livre est vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Et je mets beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Et je comprends qu'en fait, j'écris un roman policier avec une histoire qui n'est pas une histoire policière. Il n'y avait pas le code génétique d'un polar. Vous voyez, le polar est un genre qui répond à un certain nombre de règles. Or, cette histoire-là ne respectait pas les règles. Et donc, j'avais un roman policier qui, en tant que policier, ne fonctionnait pas bien. Alors, donc, j'avais le choix. Soit j'abandonnais le livre pour écrire un vrai polar, soit je me disais, je vais continuer cette histoire-là, mais ça ne sera pas un polar. Alors j'avais beaucoup travaillé, les personnages me plaisaient. Vous aviez déjà Édouard et Oui, j'avais déjà plein de choses. Donc je me suis dit, tant pis, ce ne sera pas un roman policier, ça sera un roman, on verra. Quand j'ai posé la question à ma femme, elle dit, écoute, tu écris un roman, tu verras bien ce que c'est. Donc je l'ai écrit, et puis c'est devenu Au revoir là-haut. Mais si vous voulez, il n'y avait pas la volonté de me dire, tiens, maintenant, je change de registre, finis les romans policiers, écrivons autre chose. Pas du tout. En fait, simplement, c'est une inconséquence, quoi. J'écris un roman policier raté, et ça donne un roman historique plutôt réussi. Mais justement, un accident, le thème, justement, ces gens qui vont enterrer des corps, inhumer des corps alors qu'il n'y a pas de corps, ou bien mettre des cercueils vendre des cercueils avec des pierres dedans parfois. Toutes ces faussaires, je dirais. Ça vous l'aviez trouvé déjà? C'était... Alors, ce que j'avais trouvé, c'était l'arnaque au monument aux morts. Alors, évidemment, c'est un peu codé pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Alors, on va essayer d'être clair pour les gens qui l'ont pas lu, parce que sinon, le dialogue n'est pas compréhensible. En 2 mots, dans le livre, il y a 2 arnaques, pourrait-on dire. La première, c'est 2 soldats qui vont vendre des monuments aux morts sur catalogue. La guerre est finie à ce moment-là. Oui, on est en 1918. Ça commence avec la fin de la guerre, quelques jours avant la fin de la guerre. Ils ont des accidents, mais ça, vous allez le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis, à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui n'a plus sa tête, c'est-à-dire qu'il a une gueule cassée. Et l'autre, il est très proche de lui, ils sont devenus très amis, très inséparables. Et ne veut pas retourner chez lui, le fameux Édouard Péricourt, parce qu'il ne veut pas retrouver son père qui le déteste, il se sent mal, et puis il n'a plus son apparence comme avant, il veut s'extraire du monde en fait. Alors il y a deux arnaques. Ces 2 jeunes soldats vont se lancer dans une arnaque au monument aux morts. Ils découvrent que les villes ont besoin de monuments aux morts, et ils vendent sur catalogue des monuments aux morts, et ils se barrent avec la caisse. Ils ne livrent aucun monument aux morts parce qu'ils n'ont jamais vu construire un seul. Et puis il y a une deuxième arnaque, c'est il faut inhumer des milliers de corps de soldats, et l'État passe des contrats avec des sociétés privées qui, pour gagner un petit peu de sous, vont fabriquer des cercueils plus petits que le corps des gens. Et en fait, les types, ils mesurent tous 1m70, on fait des cercueils jusqu'à 1m40, et puis on les fait rentrer, on casse les têtes, on casse les pieds, on met tout ça à l'intérieur, et puis on vend on a fait des très beaux cercueils pour vendre, pour convaincre l'État qu'on allait faire des belles choses, et puis une fois qu'on a le marché, on met du contreplaqué, tout ça explose avec les... c'est une horreur. On enterre des Allemands dans les cercueils de Français. On enterre des pierres, etc. Donc voilà, ça c'est les 2 arnaques. Le problème, c'est que j'avais la première, mais pas la deuxième. J'avais la première, je suis parti d'abord sur l'arnaque des monuments aux morts. Et donc j'ai écrit mon livre. Et puis j'arrive à la page bien 300, et d'un seul coup, en continuant la documentation de manière distraite, je tombe sur un article absolument formidable qui s'appelle « Le scandale des inhumations de la guerre de 14 » et qui fait référence à un scandale. En 1922, on découvre que les gens qui ont fabriqué les cercueils pour mettre les pauvres soldats, en fait, pour gagner 3 francs par cercueil, mais sur 1 million de cercueils, ça fait beaucoup de sous. On fait des choses absolument épouvantables. Et je me suis dit, ce truc-là, c'est pour moi. C'est pour moi. Sauf que le roman ne pouvait pas lui faire de place. Et donc, j'ai réécrit le roman. C'est-à-dire que... qui vous le dites et encore, vous le voyez de loin. Mais donc, du coup, j'étais vraiment déprimé. J'étais content d'avoir trouvé ce truc. Je disais à ma femme, regarde ce que j'ai trouvé. Elle me dit, c'est formidable. Je dis, mais il faut tout que je refasse. Je dis, oui, je crois que tu refasses.
Très philosophe. Alors, je n'ai pas tout refait, je n'ai pas tout réécrit, mais il a fallu faire vraiment une mécanique compliquée pour réussir à faire le joint. Il a fallu que je remonte vraiment dans la narration et que je la modifie pour faire place à ce scandale, parce qu'il avait toutes les qualités de ce que j'appelle un événement romanesque. À la fois, il était intéressant du point de vue romanesque parce qu'il était visuel, il était frappant, il faisait agir les tripes, là, le scandale. On dit ces pauvres gens, ils sont morts pour leur pays, et puis en plus leurs cadavres, comme ça. C'était tellement dégueulasse que je me suis dit, vraiment, je ne peux pas résister à ça. Et puis en même temps, ce petit fait divers renvoyait à une réalité historique, c'est-à-dire renvoyait au fait qu'une fois que la guerre est terminée, l'argent reprend le dessus. Et puis il y en a qui n'en ont pas aussi. Voilà. Il faut en faire. Donc l'événement, il avait sa place dans mon livre. Donc le premier événement, je l'avais, et le deuxième, quand il est arrivé, c'était à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et alors justement, on arrive à la fin de ce premier roman, en tout cas cette période-là, on est en 1919, début 1920. La femme, toujours la femme, parce que c'est important, puisque c'est un fil que l'on suit dans votre œuvre. La femme, elle se retrouve à la tête d'un immense empire bancaire, on pourrait dire, et elle n'a aucune clé pour le conduire. Donc elle doit se laisser aller aux mains, disons, laisser les autres, les hommes, les proches de son père, vraiment arranger les affaires familiales. Et ça, c'est très compliqué, justement. Alors ça, c'est compliqué pour elle. Alors, à la fin du premier livre, Madeleine est une jeune femme d'une trentaine d'années. Donc Madeleine, c'est la sœur de la gueule cassée de Revoir là-haut. Et elle, en 1930, elle hérite d'une banque familiale, qui s'appelle la Banque Péricourt, une banque privée, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Une banque a réussi. Marcel Péricourt était un homme d'affaires averti. Il avait monté une très très belle affaire, une banque importante, des relations très importantes au niveau politique. Donc c'est un homme très établi. Et à sa mort, il a eu 2 enfants. L'un a disparu dans le tome précédent. Et reste Madeleine qui a 30 ans. Et donc lorsque le livre s'ouvre, on parle donc du second de la trilogie, Couleur de l'incendie, elle est dans une situation très paradoxale puisqu'elle est l'héritière d'une banque familiale dans un siècle où les femmes n'ont même pas le droit de signer un chèque. Donc ce paradoxe m'a intéressé et je me suis dit, bon, comment on va faire cette femme? Alors en même temps, toute la trilogie, si on la regarde avec un petit peu de recul, est une sorte de salutation à la littérature du 19e siècle qui a fabriqué le romancier que je suis. Et j'avais décidé pour ce roman-là de faire un hommage ouvert à mon maître Alexandre Dumas. Et donc j'ai repris la structure de Monte Cristo. C'est-à-dire dans Monte Cristo, vous vous rappelez, il y a une première partie, Edmond Dantès est arrêté, il est en prison, il s'en libère, grâce à l'abbé Faria, il devient un homme très riche, et 20 ans plus tard, il revient pour se venger. Donc vous avez 2 actes, acte 1, la chute, acte 2, la vengeance. Donc ce truc-là, qu'on retrouve dans Les Mille et une nuits, c'est pas Dumas qui l'a inventé, mais enfin en tout cas, c'est assez efficace du point de vue narratif, parce que tout le monde peut s'identifier, c'est un peu comme la jalousie, le désir de vengeance, tout le monde l'a ressenti à un moment ou à un autre, le sentiment de l'injustice et le désir de vengeance. Donc ça fait partie des grandes passions humaines, des grands universaux de la psychologie humaine. Et donc j'avais décidé pour ce roman d'utiliser une structure de Dumas, et donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre dans une première partie cette Madeleine qui hérite d'un empire, qui va être ruinée, et l'histoire raconte la manière dont elle va survivre et se venger de cette ruine. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi un focus particulier sur une diva, une chanteuse d'opéra, et ça c'est formidable pour ceux qui aiment, ou même ceux qui n'aiment pas. La façon dont... C'est mon cas, j'aime pas la musique. Vous n'aimez pas l'opéra, et vous n'écoutez jamais de musique, vous dites? Ah non, je déteste ça. Mais ça c'est bizarre, ça. Alors, si je vous disais j'aime pas la sculpture, ça vous ferait quoi? Vous en foutez? Oui. Mais la musique, ça vous paraît scandaleux, vous voyez, vous devriez réfléchir à ça, Nicole. Merci. Mais non. C'est un lieu commun, je veux dire. Quand vous racontez ces scènes, parce qu'en fait, le petit Paul qui est donc tombé, qui a sauté de la fenêtre, on ne dira pas comment, à vous de le découvrir, il est hémiplégique. Et donc, c'est un drame pour la mère, pour Madeleine Péricourt. Elle s'occupe de lui, elle veut s'occuper de lui, elle veut lui donner à manger, elle veut le changer, elle veut être la seule près de lui. Et puis un jour, elle tombe et elle a un petit accident, elle ne peut pas s'en occuper. Et donc, on doit engager
une sorte de, pas une nurse, parce que l'enfant a quand même 7-8 ans à ce moment-là, mais quelqu'un qui pourra, une infirmière, une accompagnatrice. Et c'est une dame polonaise, Vladi, qui va s'occuper de l'enfant. Ouais, c'est une polonaise nymphomane. C'est vrai, savoureuse. Elle est nymphomane. Elle baisse tout le monde. mais non, pas tout le monde, parce qu'elle a ses têtes. Par exemple, le crémier du coin, elle n'aime pas, elle n'a pas envie. Non, mais elle est drôle. Et en même temps, elle met un disque qu'elle va écouter avec sublimation. Et c'est pour ça que je dis, c'est incroyable que vous n'aimiez pas la musique, parce que on se dit, oh formidable, il adore l'opéra, il adore la Norma. Normal, il faut me payer. La Norma, mais le musée, mais c'est beau, non? Vous l'avez pas, oui, non, mais c'est tout à fait respectable. Non, mais mon problème, vous comprenez, c'est pas la musique. Mon problème, c'est, voilà, prenons cette scène, parlons un petit peu de technique, technique romanesque. Madeleine, comme vous l'avez très bien dit, s'occupe à plein temps de son petit garçon. Bon. Or, moi, c'est un personnage de roman, il faut qu'elle aille au boulot, il faut qu'elle aille bosser. Voyez, que j'ai un roman de 530 pages à écrire, et c'est à la page 80, elle s'occupe de son marmot en permanence, elle me casse les pieds parce qu'il faut qu'elle aille faire autre chose. Voyez, j'ai besoin qu'elle aille faire autre chose. Donc, il faut que je la libère de ce marmot hémiplégique, et donc, le mieux, c'est d'embaucher une nurse. Vous voyez, c'est bon. Et puis après, donc j'embauche Vladi. Je fais un casting. Mais vraiment, je fais un casting. C'est-à-dire que dans mon plan, j'ai simplement indiqué à un moment, elle embauche une nurse. Puis quand j'arrive à la page 140 où il faut qu'elle embauche une nurse, je dis, quelle nurse? Alors, je me mets à la place de Madeleine. Madeleine a surtout envie de continuer de s'occuper de son môme. Elle ne veut pas d'une nurse. Et donc, elle les trouve toutes trop grosses, trop petites, trop vieilles, trop laides, trop moches, trop ceci. Il n'y a aucune qui trouve grâce à ses yeux. Voilà. Et donc, je les fais passer comme ça, et puis je me mets à la place de Madeleine. Je me dis, bon, elle n'en veut pas, quoi. Et puis, à un moment, arrive dans le casting une fille, elle ne parle pas un mot de français, et elle montre des références en polonais, donc illisible, et elle parle en polonais. Et donc, Madeleine dit, on ne va pas embaucher une Polaque, parce que c'est un moment quand même où les immigrés, vous voyez, c'est un peu comme maintenant. Donc, je ne vais pas embaucher une Polaque, sauf que, par un miracle que la scène, que vous lirez peut-être, montre, le petit garçon, il trouve cette fille formidable, et donc elle est embauchée. Alors, mon deuxième problème, donc j'ai résolu un problème. Déjà, Madeleine est libérée, elle peut retourner au boulot narratif, parce qu'elle a une vengeance à mener, il faut qu'elle sorte de chez elle, sinon on n'en sort pas, elle ne va pas faire du tricot pendant 400 pages, feignasse. Bon, et donc je me dis, maintenant il faudrait que le petit garçon y revive, parce que quand même il est maigre, il est très suicidaire, et donc je dis, qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'ai essayé plein de trucs. Je me suis dit, la seule manière que ce garçon retrouve du goût à la vie, c'est qu'il trouve une passion. Alors, j'ai essayé plein de trucs. Les échecs, le macramé, enfin, vous voyez, je veux dire. Non, mais j'ai essayé des tas de trucs, il n'y avait rien qui marchait. Et puis d'un seul coup, allez savoir pourquoi, j'ai entendu la Calas chanter la Norma, et je me suis dit, ça, c'est peut-être pas mal. Alors je me suis projeté un peu, j'ai fermé les yeux, et je me suis projeté en me disant, s'il aimait la musique, s'il aimait l'opéra, ça serait bien. Et alors c'était vraiment bonne pioche, parce que d'abord c'est une belle scène, c'est une jolie scène, la scène où pour la première fois il entend de la musique, et où quelque chose vient contredire son désir suicidaire. C'est un petit garçon, il a 7 ans, il est assez bouleversant, et d'un seul coup il y a quelque chose qui a envie de le faire vivre, et du coup, de la musique, de l'opéra à la divaille avec un pas, sauf que vous, les Belges, avez évidemment fait une OPA sur les divas, elle s'appelle tous la Castafiore, à cause de vous. Donc on est très embêtés à cause de vous. Dès qu'on a une diva, c'est une Castafiore. Donc, vous avez fait une OPA sur ces personnages-là. Et donc je me suis dit, bon, c'est quoi ma Castafiore à moi? Et donc j'invente ce personnage. Et alors, je retrouve dans ce volume-là quelque chose que j'avais déjà articulé dans le volume précédent, c'est les amours impossibles. Dans le volume précédent, une petite fille de 10 ans tombée amoureuse
amoureuse d'une gueule cassée de 25 ans, et c'était une belle histoire d'amour, enfin platonique, mais au fond, elle a aimé ce garçon, et ce garçon a adoré cet enfant. Vous le verrez dans le livre. Et dans le deuxième volume, j'avais ce petit garçon qui tombait amoureux de cette diva, qui est une femme intensément malheureuse, une diva magnifique, enfin, vraiment une chanteuse exceptionnelle, et une femme très exorbitante. Et j'aime beaucoup ces histoires d'amour impossible. Ça vient de Carson McCullers. Je crois que c'est dans La balade du café triste. Carson McCullers dit, vous savez, l'amour, la grande passion amoureuse peut naître entre des gens extraordinairement dissemblables. Il ne faut pas croire simplement qu'un jeune homme de 19 ans va tomber amoureux d'une jeune fille de 16, ou qu'un homme de 40 ans va tomber amoureux d'une femme de 38. Voilà, tout ça, dans la vie, ça ne marche pas. Des fois, ça marche. Mais en fait, la plupart du temps, les grandes passions... c'est pas dans la plupart du temps, il arrive très fréquemment en tout cas que les grandes passions naissent entre des gens dont il était improbable d'imaginer qu'ils se rencontreraient, et à plus forte raison qu'ils tomberaient amoureux l'un de l'autre. Là encore, on est en train de boucler sur ma vie personnelle, puisque, vous voyez, c'est à ça que je me rends compte que c'est partout. Mes parents avaient 21 ans de différence. Ah oui ? Ouais. 20 ans de différence. Moi, j'ai 19 ans avec mon épouse, et ma sœur a 20 ans de différence avec son mari. Donc, c'est une névrose familiale. C'est la répétition du même. Et en fait, certainement que le spectacle de ce couple étrangement assorti, 21 ans de différence, c'est une génération, c'est colossal, certainement m'a fait comprendre ce que McCullers, finalement, au bout d'un moment, elle a su mettre des mots sur quelque chose que j'avais dû ressentir. Vous voyez, c'est toujours le syndrome Proust dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'au moment où elle dit ça dans La balade du café triste, je me rends compte que ce que j'ai vécu confirme ce qu'elle dit, mais elle met des mots sur une expérience vécue. Et d'une certaine façon, dans les deux livres, je me rends compte avec le recul que c'est ça que je fais vivre. En fait, c'est toujours la répétition du même, en fait. Le petit Pinocchio. Bah oui. Elle l'appelle mon petit Pinocchio. Mais c'est vraiment... C'est magnifique parce qu'en fait, grâce à ça, donc vous pouvez le faire bouger, vous pouvez le faire aller au concert, au spectacle, voilà. Et aussi bien montrer à quel point ça ne plaît pas du tout à Madeleine, qui est une mère jalouse. Une mère jalouse, oui, bien sûr. Voilà, elles le sont toutes. Elles le sont toutes. Et elles vous sont toutes. Hein? Vous Oh non, moi je suis un pur esprit, madame. Enfin voilà. Et donc ça c'est vraiment des scènes très touchantes, je trouve. Alors, d'autant que vous n'aimez pas l'opéra. Donc c'est encore mieux. Disons qu'on peut parler une seconde de ça, parce que j'ai l'impression que ça vous turlupine, cette affaire. C'est un lieu commun. Si je vous dis, je sais pas, j'aime pas la peinture, vous dites, oh bah, c'est dommage. Si je vous dis, j'aime pas la sculpture, on dit, oh bah, c'est bête. Mais si vous dites, j'aime pas la musique, oh, mais c'est scandaleux. Parce qu'il y a une espèce de lieu commun qui fait que tout le monde doit aimer la musique. Alors on était dans un bar là, tout à l'heure, c'était bien, c'était calme, et d'un seul coup, ils ont pensé que c'était pas assez bien, et pour que ça soit mieux, ils ont mis la musique. Bon, j'avais envie de me lever, de me barrer, quoi, parce que me casse les pieds avec ça, quoi. Vous voyez, en fait, il y a une espèce de lieu commun. Mais on ne serait pas vraiment un artiste si on n'aime pas la musique. Mais quelle idée, non, vous voyez, j'ai pas dit qu'il fallait en écouter tout le temps. J'ai dit on peut aimer la musique. Oui, mais voilà. Ça suppose aussi qu'on puisse ne pas l'aimer, mais j'ai l'impression que ça vous scandalise davantage. Non, ça ne me scandalise pas, c'est étonnant. Je vous vois bien, Nicole. J'ai vu clair. Tout le monde a vu clair dans votre jeu. Mais c'est quand même étonnant. Voilà. Continuons. Moi, je vous écoute. C'est vous qui posez les questions, non, moi je réponds. Non, dans le roman, justement. Oui, mais les grands esprits peuvent se tromper. Mais Nietzsche, c'est évident. Bravo. Alors, on en revient au roman où, justement, on est dans les inventions de faussaires encore. On essaye de faire des actions, on essaye de faire acheter des actions à ce moment-là, pour s'enrichir, on achetait des actions de pétrole, par exemple. Et il y a des mauvais esprits derrière Madeleine qui vont lui conseiller d'acheter des mauvaises choses. Et puis il y a aussi un journaliste qui essaye de faire sa place. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même souvent des journalistes dans vos romans. Je aime bien les journalistes et les banquiers, je les aime bien. Oui. Et alors, les journalistes, déjà dans le... Pour des raisons diamétralement opposées. Le premier, là, c'est un journaliste véreux qui veut toujours le buzz, qui veut toujours avoir l'exclusivité et qui va
peut-être payer même quelqu'un pour pouvoir avoir des infos avant les autres. Et ici aussi, un journaliste va devoir se débrouiller pour toujours avoir le petit renseignement ou bien l'info qu'il faut, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. Oui, alors, au fond, la question que vous posez, il faut poser pas de question d'ailleurs, mais la question que je crois discerner derrière le commentaire que vous faites, c'est les résonances que ça peut avoir avec aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, ces romans, à partir du moment où, alors, romans historiques, peut-être on pourrait discuter un petit peu de cette notion-là, hein, mais les romans qui se situent dans une période un petit peu reculée, ipso facto, nous font penser à aujourd'hui. Donc, quand vous parlez du buzz, par exemple, vous utilisez un anachronisme, c'est-à-dire vous utilisez un mot d'aujourd'hui pour décrire cette situation dans les années 30. C'est très juste parce que, d'une certaine manière, ce que j'essaye de montrer, c'est que des mouvements que nous connaissons aujourd'hui sont bien antérieurs, voilà, et sont bien antérieurs. Alors, cette question de la résonance historique est une question un petit peu compliquée parce que prenez deux périodes de l'histoire, n'importe lesquelles, vous allez toujours trouver des résonances. Voyez, si vous faites un roman qui se passe en Égypte ancienne, vous allez mécaniquement faire naître chez le lecteur des envies de ressemblance. C'est une espèce de concordance des temps qui est d'ailleurs assez explicable. La littérature fait fond sur les grands universaux, sur les grandes passions humaines. Elles sont toujours les mêmes. De l'Égypte au Moyen-Âge, ce sont les mêmes. Dès qu'il y a eu de l'État, il y a eu des impôts. Dès qu'il y a eu des impôts, il y a eu de la fuite du capital. Dès qu'il y a eu de l'amour, il y a eu de la jalousie. Dès qu'il y a eu de l'argent, il y a eu de la concussion. Enfin bon, tout ça, quel que soit le siècle que vous envisagez, vous allez retrouver les mêmes choses. Donc, c'est toujours embêtant de tisser des liens entre la période où se situe votre roman et aujourd'hui, sans y avoir réfléchi et sans avoir maîtrisé ce que vous vouliez dire. Il y a deux choses à faire. La première, c'est d'abord de sélectionner les ressemblances que vous allez cultiver dans votre roman. Par exemple, si je prends le roman dont nous parlons maintenant, Couleur de l'incendie, j'avais le choix, j'avais au moins 7 ou 8 thèmes dont je me disais, tiens, il y a une harmonique entre les années 30 et aujourd'hui. Donc la grande question, c'est lesquels je vais sélectionner. Et puis une fois que je les ai sélectionnés, c'est qu'est-ce que je veux dire dessus. C'est-à-dire en fait comment je vais les traiter et de quelle manière je vais les articuler avec aujourd'hui. Et ça, c'est une responsabilité moins littéraire que morale. Alors elle est littéraire dans la mesure où c'est une manière de traiter l'information dans le roman, donc c'est une question de technique narrative, mais la véritable question, à mon avis, est plutôt une question morale, c'est de quelle manière vous allez cultiver cette résonance entre hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à votre lecteur d'aujourd'hui en utilisant une histoire d'hier? C'est ça la grande question. Et ça, c'est une question de responsabilité. Et ça résonne justement, ça fait plaisir presque de retrouver dans vos romans. On parle des spéculations boursières, les spéculations même pétrolières, et puis aussi, comme dans le premier roman, ce sont des faux cercueils ou bien des coups faits. Dans le deuxième aussi, on a ce genre d'arnaquerie. Les deux romans tiennent beaucoup, je pense, c'est peut-être le schéma balzacien, l'argent occupe une place importante, mais on est dans les périodes de naissance du capitalisme mondial, ces années de l'immédiate après-guerre, cette période qui va d'ailleurs culminer avec la crise de 29, qui sera cette crise, une des héroïnes du deuxième volume de la trilogie, c'est le moment où le capitalisme s'installe durablement. Alors avec des challengers importants, qui sont notamment les pays communistes, mais c'est dans ce moment-là que s'installe la géopolitique moderne, au moins jusqu'en 89, qui est, à mon avis, 89, la fin du XXe siècle. Je pense que le XXe siècle, globalement, il va de la Première Guerre mondiale à 89, c'est-à-dire la fin du mur de Berlin et l'écroulement du grand récit initiatique qu'était le communisme. Et donc, c'est dans ces années-là de l'entre-deux-guerres que se tisse le ferment, vraiment, fait que se cultive le ferment de notre XXe siècle, dans lequel l'argent
grâce au capital, joue le rôle principal. Et là, il y a aussi des thèmes que l'on retrouve aujourd'hui, mais qui existent, qui ont toujours existé. La pédophilie, par exemple, la façon dont les instituteurs peuvent s'approprier le corps de leurs étudiants ou de leurs petits élèves. Ça aussi, vous en parlez. Oui, alors moi, je regrette un peu qu'on en parle là, parce que ça déflore quand même beaucoup de choses sur le livre. Alors, on n'en parle plus. Voilà, okay. On n'en parle plus. Qu'est-ce qui n'a pas lu, en fait? Qui n'a pas lu? Pardon? Ah, quand même, oui. C'est vrai. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, donc je trouve que alors, là, Nicole, je suis obligé de vous dire, vraiment, vous exagérez vraiment. Est-ce que vous avez toujours envie de le lire? Oui. Vous avez raison. Bon, alors, on va pas parler de ça. On va peut-être sauter au troisième, à l'entre. Venons-en au fait. Oui, venons-en en fait, puisque c'est le troisième qui vient de sortir. Mais c'est vrai que on peut quand même parler de la première scène. Oui, alors la première scène, vous savez, c'est dans le type de roman que j'écris, j'essaye de faire en sorte que la première surprise arrive tôt. Donc, pour moi, le roman vraiment réussi serait celui dont on ne pourrait rien dire au-delà de la page 8. Vous voyez? Dont on pourrait dire, à partir de la page 8, je vais vous raconter des trucs qui sont une surprise. Donc, si vous voulez que nous parlions pendant 1h30 des 7 premières pages, je suis votre homme, Nicole. Non, mais c'est intéressant parce que là, on est en 1940 et on est dans une drôle de période. Ça va être la drôle de guerre. Donc, ça va être le début où il va y avoir la guerre ou pas la guerre. Tout le monde s'interroge. Et c'est vrai que les choses ne sont pas sûres. La petite Louise, donc c'est l'héroïne de ce troisième volume, disons. Louise est retournée pas loin de chez elle. On ne raconte pas ce qui s'est passé parce que sinon on va déflorer l'affaire. Mais c'est vrai qu'elle travaille par moment dans un café, la Petite Bohème, qui est un café typiquement parisien avec les habitués, avec Monsieur Jules. Monsieur Jules, c'est vraiment un personnage qui est aussi un caractère très entier, qui peut se fâcher, qui peut taper sur la table, mais qui a un cœur gros comme son café d'ailleurs. Et ça, vous avez aussi envie d'exposer comme ça une petite vie au jour le jour, dans le quotidien, avant que n'arrive cette nouvelle, la guerre arrive. Là, le projet initial, c'était d'écrire un roman qui se déroulerait pendant l'Exode. Et je ne pensais pas parler de la drôle de guerre. Je n'avais pas envie de le faire, parce que j'ai l'impression que c'est un non-événement. La drôle de guerre, c'est une guerre qui ne se passe pas. En fait, l'Allemagne et la France se sont déclarées la guerre en septembre 1939, et de septembre 1939 à mai 40, il ne se passe rien, systématiquement rien. Il y a eu quelques échauffourées, l'Allemagne a réussi à gagner quelques territoires du côté de Narvik, du côté du Nord. Enfin, la France ne se sent pas vraiment concernée par cette guerre. Et donc, comme c'était un non-événement, j'avais plutôt envie de faire un roman qui se passerait purement pendant l'Exode. Sur les routes. Voilà, uniquement sur les routes. Et donc, mon projet initial était de commencer le livre le 10 mai 40, pour faire court, au moment de l'invasion allemande. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas très bien, parce que je n'arrivais pas à créer chez le lecteur l'effet de sidération qui a été celui du peuple français au moment de l'invasion. L'effet de sidération était dû au fait que pendant de très longs mois, on n'y avait pas cru. On avait cessé d'y croire. En fait, cette guerre n'existait pas. On avait l'impression que c'était au fond une espèce de tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe et que, au fond, cette guerre n'existerait jamais. La guerre de 39 n'existerait pas, pour paraphraser Giraudoux. Donc, plus on s'enfonçait dans une guerre ennuyeuse qui n'était pas vraiment une guerre, plus l'hypothèse d'une guerre s'éloignait, plus le jour où les Allemands débarquent par la Belgique et par les Ardennes, c'est un effet de sidération. Et l'effet de sidération est doublé par le fait que, pendant un an, on a entretenu le peuple français dans l'illusion que tout se passerait bien et que les Allemands, on les attendait de pied ferme et qu'on n'en ferait qu'une bouchée. Et donc, les deux nouvelles arrivent quasiment simultanément. Un, on n'y croyait pas et ils arrivent. Deux, ils arrivent très vite, très fort et on n'est pas prêt. Donc, c'est pour faire comprendre l'effet de sidération que ça a eu sur le peuple français, donc sur mes personnages,
il faut que j'anticipe et que je commence le roman plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle je le commence quelques semaines avant, pour décrire un petit peu cette période d'attente et mettre le lecteur le plus possible dans la situation de mes personnages, d'être sidéré par l'arrivée des troupes de Guderian. Alors, c'est embêtant parce que je suis obligé de commencer mon roman par une période très ennuyeuse. Il ne se passe rien, mais rien du tout. On s'emmerde comme des rats morts. Les soldats élèvent des lapins. Ils tapent le carton et s'ennuient. Ils tapent le carton, bah oui, ils picolent. Tout le monde s'emmerde. C'est une période. Il y a des masques à gaz, on les distribue des masques à gaz, tout le monde les oublie sur les établis. Enfin, quand il y a une alerte aérienne, on descend de manière flemmarde dans les caves, on en remonte. Enfin, franchement, c'est une période, il ne se passe rien. Bon, et vraiment, je vous déconseille, si vous écrivez un jour un livre, de commencer un roman par une période emmerdante. Parce que pour rendre un roman intéressant, avec une période aussi ennuyeuse, franchement, il faut se lever de bonne heure. Donc, j'avais un énorme problème, c'est qu'il fallait que je commence par une période un petit peu ennuyeuse, mais je ne voulais pas pour autant avoir un roman ennuyeux. Oui. Vous voyez le paradoxe. Oui, et alors aussi la forme a changé par rapport, je dirais, aux 2 romans précédents. J'ai l'impression que les chapitres sont plus courts, il y a des idées, ouais. Il y a un rythme différent. Alors oui, pour une raison structurelle, je me rends compte, je parle de technique. Alors évidemment, pour puisqu'on ne peut pas raconter l'histoire. Non, c'est pas seulement ça. C'est que souvent les questions appellent des romans techniques parce qu'on sous-estime, je crois, quand on est lecteur, purement lecteur, on sous-estime la part de technique qui est nécessaire pour faire un bon roman. Vous voyez, on a l'impression qu'en fait c'est une question d'inspiration, que c'est une question de tripes, alors que la question de l'agencement de votre narration, la manière dont elle avance, c'est considérablement important. Donc je sais bien que je ramène souvent les choses à la technique et je pourrais apparaître comme un auteur au fond très technique et assez froid. Je sais bien que beaucoup de lecteurs ont plutôt l'impression qu'un écrivain c'est un artiste, et il écrit avec l'inspiration, peut-être avec la plume doigt, je sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui est visité, oui, la nuit, il est visité par... Bon, alors que moi, je me mets au boulot le matin, avec mon café, je reprends mon chapitre, vous voyez, j'ai l'impression d'être un cordonnier. Vous voyez, c'est la différence qui sépare un horloger de Michel-Ange. Bon. Donc, je me rends bien compte que je suis un peu contre-productif parce que j'en parle de manière technique. Ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que pour qu'un roman soit émouvant, et un roman ne peut être fondamentalement que de l'émotion, il faut savoir dispenser l'émotion, la placer au bon endroit, la conduire correctement, l'exploiter correctement. En fait, le cœur a ses raisons et ses raisons sont littéraires. Et pour faire un roman qui soit émouvant, pour faire un roman qui soit prenant, pour donner la possibilité au lecteur de s'immerger dans les personnages, il faut bien conduire son histoire et la conduite, c'est une affaire de technique. Voyez, donc je me rends bien compte que c'est difficile c'est difficilement audible pour vous, lecteurs, d'entendre quelqu'un qui parle de technique comme s'il s'agissait, comme si on écrivait un roman sur un tableur Excel. C'est pas du tout ça. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer que derrière l'envie de raconter une histoire, derrière l'émotion qui vous a saisi, que vous avez envie de faire partager, pour qu'elle soit partagée, il faut que votre récit soit bien conduit. Et cette conduite-là, elle est relativement technique. Et puis en plus, là, dans ce roman-là, oui, il y a plusieurs histoires qui vont s'enchevêtrer. Ouais, mais ça, je peux le dire quand même. Oui, non, mais vous pouvez tout dire. Moi, je vous autorise. Nicole, vous pouvez tout dire. Vous savez bien. Il y a plein d'histoires. Oui, alors, je voulais revenir. Je faisais ce petit aparté pour expliquer pourquoi les chapitres sont courts. Je vous ai dit, les chapitres sont plus courts. Alors, c'est vrai, ils sont plus courts. Hein. En moyenne, je crois qu'ils doivent faire 18 pages. En moyenne. À la médiane, ça va être 17, 18. Oui, par là. Pour des raisons techniques. Dans les 2 premiers romans, j'avais la chance, je n'ai pas eu 3 fois, j'avais eu la chance de pouvoir ouvrir le livre avec une scène inaugurale où tous les personnages du livre étaient présents. Ça, franchement, j'ai eu la chance 2 fois, c'est déjà miraculeux. Je ne pouvais pas espérer l'avoir 3 fois. Parce que ça dépend de la manière dont l'intrigue est construite, de l'histoire. Vous pouvez avoir la possibilité de décrire cette scène inaugurale où, de temps en temps, l'histoire que vous voulez écrire, elle ne permet pas au personnage d'être
tous ensemble au même moment au début de l'histoire. J'avais ça pour les 2 premiers, et là pour celui-ci c'était pas possible. Donc il fallait s'y prendre autrement, et donc il fallait faire on parle technique, je suis désolé, mais voilà, parlons technique. Il fallait faire des lignes narratives qui allaient concerner chacun des personnages. Et puis, bon, vous connaissez bien ce type de roman. On suit plusieurs personnages. Et la grande question, c'est quand est-ce qu'ils vont se retrouver, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Et le jeu pour le romancier, c'est d'essayer de faire en sorte que la rencontre se passe le plus tard possible, de la manière la plus surprenante possible, avec les conséquences les plus plaisantes possibles. Bon, enfin, ce jeu, vous le connaissez. On a tous lu des romans comme ça, où on suit les bons. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui était important, c'est que j'avais 4 lignes narratives, et c'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que la mémoire cognitive du lecteur, c'est 7 plus ou moins 2. C'est-à-dire les choses dont il est capable de se souvenir comme ça, c'est 7 plus ou moins 2. Ça veut dire que très vite, il va s'intéresser à un personnage, il va en oublier un autre, il va préférer un personnage à un autre, et dès que vous avez déséquilibré l'investissement du lecteur sur une ligne narrative, le récit va se trouver déséquilibré. Oh, j'aimais bien quand c'était Louise, mais alors quand c'est Gabriel, je m'emmerde un peu. Alors je vais sauter le chapitre. Mais alors là, du coup, tout votre édifice fiche le camp, parce que si vous n'avez pas compris ça, il y a plein de trucs que vous ne comprendrez pas. Donc c'est pas possible. Il faut absolument que le lecteur soit intéressé tout le temps. Donc du coup, je suis obligé de faire des chapitres plus courts, pour éviter qu'ils s'ennuient. Et de les densifier, c'est-à-dire de faire en sorte que dans chaque chapitre, il se passe des choses suffisamment investissantes pour que le lecteur se dise « Ah, c'est bien, on a retrouvé Gabriel, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, non, on passe déjà à un autre. » Enfin, vous voyez, c'est pas du tout de la manipulation, ou alors si, de la manipulation, bien sûr, c'en est. Mais ce que je veux dire, c'est que le type de roman... C'est un peu comme un feuilleton, en fait. C'est un feuilleton, c'est-à-dire qu'en fait, justement, non seulement il faut que le chapitre soit plus court, mais il faut qu'il feuilletonne. C'est-à-dire qu'à la fin du chapitre, vous ayez comme à la dernière page d'une bande dessinée... La petite flèche qui... Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui vous dise « j'ai envie de tourner la page ». Et puis à ce moment-là, vous dites « ah, on a quitté le personnage, on est sur un autre ». Bon, ce plaisir-là, c'est le plaisir que moi j'avais quand j'étais un jeune lecteur d'Alexandre Dumas. Quand j'ai découvert Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, quand j'ai découvert ces grands romans, La Reine Margot, etc., qui étaient à l'origine faits pour être des feuilletons et qui n'ont pas bougé. On a relié simplement des feuilletons ensemble sous la forme d'un roman. J'avais cette magie complète que j'étais tellement embarqué dans une histoire que j'adorais que ça feuilletonne et j'adorais la frustration que m'imposait le... Vous voyez, en fait, plus il me faisait du mal, plus ça me faisait du bien. Il me frustrait, je me disais « oh, j'ai envie de savoir la suite, oh, c'est pas maintenant !» Et j'admirais la manière dont il me disait « ah, il faut mériter, mon grand, faut... » Oui, j'adorais, parce que je trouve que ça fait partie du dialogue implicite et silencieux entre des lecteurs et un romancier. Dans le type de roman que j'écris, encore une fois, ça n'est pas valable pour toute la littérature. Je ne parle que de ce que je fais et j'essaie simplement de rendre compte de la manière dont je le fais. Mais ce n'est pas universel, ce n'est pas une vérité. Mais dans le type de roman que je fais, je pense que ça fait partie du contrat. Comme la scène inaugurale dont je parlais tout à l'heure, le fait de feuilletonner, c'est dire au lecteur « ah, tu pensais, c'est raté ». C'est plus tard. Oui, exactement. Ou, tu voudrais bien l'avoir. C'est pas tout de suite, il faut le mériter. Et puis, d'un seul coup, je te fais une surprise. Ah, tu l'attendais pas celle-là. Et je sais que plus je le fais, plus le lecteur prend du plaisir, moins il m'en veut. Moins il m'en veut d'être technique parce que c'est pour la bonne cause. Parce que la bonne cause, c'est de conduire le récit sur un plan social et politique. Ce sont des romans assez sociaux et assez politiques. Et pour conduire ce projet, pour emmener le lecteur jusqu'au bout de la réflexion que je me fais et de la manière dont je conçois l'histoire, pour l'amener au bout et lui donner les moyens de dire à la fin « je suis d'accord avec le maître » ou « je ne suis pas d'accord avec lui », il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et ça fait partie, je trouve, moi, d'une partie de la convention de la relation implicite qui va que vont nouer ensemble un romancier et le lecteur, qu'il y en a un qui mène la danse et l'autre qui danse. Et voilà. Et moi, mon boulot, c'est d'être maître danseur et d'essayer de faire en sorte que quand le public danse, on s'amuse, on se plaît, voilà. Enfin, rien ne me plaisait plus quand j'étais un jeune lecteur que les gros romans qui commençaient bien. Parce que je me disais quand ça commence bien, et en plus c'est long, il y en a pour longtemps.
voyez. Et en fait, mais non, mais vous allez c'est ça. rigoler, mais je dis en permanence à ma femme, ah, j'ai un problème, c'est que je crois que mon roman n'est pas assez long. Il fait combien de pages? 450. Mais c'est très long. Ah non, il faut que ça fasse 530. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas de théorie là-dessus. Si peut-être quand même j'en ai une, c'est la peur de manquer. Hein, je viens d'un milieu assez pauvre et je pense que la peur de manquer fait que si j'ai pas fait un gros livre, j'ai l'impression de ne pas avoir bien travaillé. Oui, c'est un peu bête. Bon, c'est comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués, très vite fatigués. Ça dépend de quoi? Oui, mais attendez, ça, je savais que vous alliez me répondre ça. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, les gens sont plus vite là, LAS. Oui, alors, vous avez raison. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plus fatigués, je dirais qu'ils sont plus pressés. Je pense que nous sommes devenus des lecteurs pressés. Vous voyez, je regarde l'histoire de mes lectures. Il me semble qu'il y a 25-30 ans, je donnais plus de temps à un romancier que je ne l'en accorde maintenant. Je crois qu'à 40 ans, je pouvais lire 80 pages d'un livre en disant « Oh, c'est pas... m'emballe pas ». Mais je pouvais lire 80-90 pages et puis au bout d'un moment dire « Bon, vraiment, franchement, ça m'emmerde. Hein, donc je vais le laisser. Hein. » Mais j'étais capable de lire 100 pages pour laisser sa chance à l'auteur. Hein. Aujourd'hui, franchement, passer 30 pages, j'ai du mal. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Non. Je crois que c'est une question de... Comme vous dites, les gens sont pressés. Je n'ai pas dit que c'est une question d'âge. Je dis que nos usages ont changé, que les séries télévisées, que le cinéma, qui a des montages plus courts, fait que nous sommes devenus des lecteurs plus pressés, plus impatients. Et un roman qui met du temps à commencer, nous n'avons plus les patiences que nous avions, je crois, dans la génération précédente. Encore une fois, je ne le regrette pas. C'est un état de la culture. Voilà. C'est pas en soi regrettable. Alors, on peut en discuter quand même. Hein. Moi, j'ai un fils de 30 ans, je pense qu'il ne lira jamais Proust. 3 volumes dans la Pléiade, ça excède sa capacité de lecture. Donc, il ne lira jamais Proust. Alors, on peut dire, on peut très bien survivre en lisant jamais Proust. C'est vrai. En même temps, moi, il y a des trucs que je ne l'ai trouvé que dans Proust et ça m'embête de savoir que j'ai un fils qui va les rater. Bon, il les trouvera ailleurs, peu importe. C'est un état de la culture. Moi, je n'ai pas de nostalgie par rapport à ça. Mais je dois tenir en compte du fait que j'écris aujourd'hui, en 2020, pour des lecteurs qui ne sont peut-être pas des lecteurs là, mais je pense des lecteurs plus pressés. Oui, c'est ça. Et donc, je pense que si au bout de 30 pages, ils ne sont pas intéressés par mon histoire, j'ai peur qu'ils ne continuent pas. Or, moi, j'ai besoin qu'ils continuent. D'abord parce que je veux tenir ma part de contrat, et puis parce que j'ai quelque chose à leur dire, et que ce quelque chose, ils ne le comprendront qu'à la fin. Alors, le quelque chose à dire, c'est d'une part les histoires que vous racontez, parce que là, il y en a plusieurs, et qui sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres, mais aussi, vous parlez de social et de politique, et c'est vrai qu'on retrouve ça dans vos romans, en tout cas particulièrement là, dans cette trilogie. C'est-à-dire, en fait, réfléchissons une seconde à cette question. Un roman qui ne renverrait qu'à lui-même n'aurait strictement aucun intérêt. Vous voyez, un roman qui ne renvoie qu'à l'intrigue de son roman vous a fait passer le temps éventuellement, mais je veux dire, quel a été le gain? Aucun. Pour qu'un roman soit intéressant à vos yeux, il faut que cette histoire renvoie à quelque chose de supérieur, renvoie à quelque chose, à une autre dimension. Mais un roman, vous voyez, si je raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, qui sont jaloux, qui se séparent, il faut bien que leur expérience soit suffisamment universelle pour qu'elle touche l'expérience de quelqu'un d'autre. Et donc, ça ne soit pas simplement un vase clos entre des personnages, il faut que ça parle d'autre chose. Un roman qui ne renvoie qu'à lui-même est un roman assez plat. C'est presque la définition du roman sentimental. Mais là, c'est vrai, on a beaucoup de notions. Par exemple, il y a ce long exode, comme vous dites, ou bien cette longue marche, ou ce chaos total. Je peux lire un extrait? Oui, avec plaisir. Hein, comme ça. J'ai mal au dos. Oh, la vache. Excusez-moi, c'est très, très, très vieux. Je vais vous lire une page. La page 377, ça vous embête pas? C'est celle, vous avez parlé de Désiré. Non. Vous ne l'avez pas lu. Vous savez bien qu'à la page 377, il n'y a pas Désiré. Si c'est Désiré, vous avez raison. Mais vous pouvez tout dire. Non, allez-y. Il y a des personnages dans ce roman, mais qui sont particulièrement savoureux. Alors, il y en a un particulièrement on va tapé. parler de lui. Oui, il s'appelle Désiré Migaud. Comment il s'appelle encore son nom de famille? Il s'appelle Migaud. Migaud. Alors, il a déjà été avocat. Il a réussi à faire acquitter une jeune femme qui était accusée d'un crime avec brillance. Il a été
engagé par le service des armées, justement, parce qu'il fallait absolument dire aux soldats, enfin, ne pas décourager les soldats et leur donner de l'allant. Et il a enregistré même des petits spots sonores. À l'époque, on n'appelait pas ça des spots, justement, pour leur donner du courage sur le champ, etc. Et puis là, on le retrouve le père, dans un petit village. Et c'est une surprise, je ne l'aurais pas dit, moi, à votre place. Mais bon, alors, tant pis, mais c'est pas grave. On est à 377. Vous 377, monsieur. 377. 77. 77. Oh, je suis désolé. Hein. Alors, non, je vais vous dire pourquoi je vais vous lire cet extrait. Je vous l'explique avant ou je vous le lis avant? Je vous le lis avant, si vous permettez. Hein? Le curé s'arrêta, fixa ses chaussures en proie à une intense réflexion. Il n'avait plus rien du jeune prêtre enthousiaste qu'elle connaissait et qu'elle aimait. C'était soudain un être au visage tendu, pâle, sur lequel elle lut du désespoir. « Je sais, Alice, vous avez raison. » Sa voix tremblait. Alice craignit qu'il se mette à pleurer. Elle ne savait pas quoi faire. « Je me suis beaucoup interrogé, reprit-il. Pourquoi Dieu a-t-il jeté ainsi sur les routes des millions de personnes? Quelle faute avons-nous commise pour mériter une telle épreuve? Jamais les voies du Seigneur ne m'avaient semblé plus impénétrables. Et à force de prier, la lumière est venue. Regardez autour de vous, Alice, que voyez-vous? Chez beaucoup d'entre nous, cette débâcle a réveillé les instincts les plus bas, les égoïsmes les plus noirs, les intérêts les plus cupides. Mais chez d'autres, elle a réveillé le désir d'aider, d'aimer, elle a imposé le devoir de solidarité. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Choisissez votre camp. Serez-vous dans celui du repli sur soi? Fermerez-vous votre porte et votre cœur à celui qui vient à vous, pauvre et démuni? Ou serez-vous celui ou celle qui ouvre les bras, non pas malgré la difficulté, mais grâce à la difficulté? Face à l'égoïsme, à la peur de manquer, au réflexe de ne penser qu'à soi, notre seule force, notre véritable dignité, c'est d'être ensemble, comprenez-vous, ensemble dans la maison de Dieu. Alors, cette page 377, c'est les 376 pages qui précèdent conduisent là. Tout le roman est là, dans cette page que je viens de vous lire. C'est pour ça que vous n'avez pas la peine de l'acheter, hein. Je vous ai lu. Alors, non, mais je vous parle du fond. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de parler de la dimension sociale du livre. Au fond, il va se créer un camp de réfugiés, principalement des réfugiés belges et luxembourgeois, parce que quand vous regardez l'histoire de l'Exode, vous vous rendez compte que les étrangers belges et luxembourgeois qui arrivent sur le territoire, au début, sont plutôt bien accueillis parce que les choses ne vont pas si mal. Et puis dès que les choses vont commencer à aller mal, les Français vont commencer à avoir du mal à s'organiser, et d'un seul coup, ceux qui n'étaient jusqu'à présent que des voisins vont devenir des étrangers. Ils ont changé de statut. C'est-à-dire, il n'y a pas assez pour nous, alors on ne va pas en plus en donner aux autres. Parce que tant que c'était des voisins, c'était facile. Dès que ça devient des étrangers, ça devient compliqué. Vous voyez où je veux en venir, hein? Et donc, ces Belges et ces Luxembourgeois sont terriblement malheureux en France, parce qu'eux aussi fuient comme les autres, pas moins ni pas plus. Ils fuient et ils sont sur un territoire qui n'est plus le leur. En plus, la souveraineté belge a capitulé, donc ils ont une mauvaise image. Les Français n'arrêtent pas de leur dire « votre roi, ceux-là ». En fait, ce sont des gens qui sont terriblement malheureux. Et au fond, va se créer un camp de réfugiés d'étrangers. C'est-à-dire dans cette église-là, vont se retrouver des gens, principalement des Belges et des Luxembourgeois, qui vont être là parce que personne ne veut cohabiter avec eux. Et c'est très difficile pour eux de nourrir les enfants, de trouver à manger. Enfin, c'est une période absolument terrible. Et ce prêtre-là est en train d'expliquer ce que c'est qu'un camp de réfugiés et est en train d'expliquer quelque chose qui fait le fond du roman, qui est, au fond, dès que nous sommes gouvernés par nos terreurs, parce que nous avons peur de l'avenir ou du présent, nous cessons d'être pilotés par nos valeurs.
C'est-à-dire que nos valeurs n'ont plus beaucoup d'importance. Ce qui prend le pas, ce qui vient se surimprimer sur nos valeurs, c'est avant tout les terreurs que nous avons. Et au fond, elles deviennent les maîtresses de nos conduites. C'est elles qui pilotent nos comportements. Et tout le roman conduit vers ça. Donc, quand j'essaye de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question de la technique, sur le feuilletonnage, les chapitres plus courts, comment je manipule le lecteur, etc., moi j'ai besoin qu'il aille jusqu'à la page 377. Parce que s'il s'arrête avant, j'ai raté mon truc. J'ai un truc à lui dire. Bon, je dis ça, il y a plein d'autres choses dans le roman. J'essaie simplement d'illustrer. Mais si le lecteur s'arrête à la page 376 ou avant, j'ai raté mon coup. Moi, mon boulot, c'est de l'amener à cette page et que quand il la lit, il se dit « il a raison ». Il a raison. Alors qu'après, en fermant le livre, des lecteurs disent « bah non, je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est la liberté du lecteur. Moi, mon boulot, c'est pas de penser à la place du lecteur. C'est de lui donner l'occasion de penser en lui tenant un discours suffisamment clair et émotionnel pour qu'il sache ce que j'ai envie de lui dire et qu'il puisse éventuellement le contester. Moi, qu'on soit en désaccord avec moi ne me pose aucun problème. La littérature sert à ça. Mais mon boulot, c'est de faire en sorte de conduire une narration de manière suffisamment solide et donc émotionnelle, puisque la littérature est une question d'émotion, et de le conduire suffisamment loin pour que le lecteur ait envie d'aller jusqu'à l'endroit où je veux l'amener. Et là, à ce moment-là, j'ai réussi mon coup. J'ai réussi à lui dire quelque chose que j'avais envie de lui dire. Après, il peut tout à fait être en désaccord. Encore une fois, moi, on peut très bien me dire 3 jours et une vie, c'est l'histoire d'un garçon qui cache un cadavre. Il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Oh, Antoine, je le comprends, moi, ce garçon. Hein » Et puis, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, Antoine, je comprends ce qu'il a fait, mais c'est quand même pas bien. » Voilà, la littérature sert à ça. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit que mon personnage soit aimé ou détesté, qu'on approuve sa conduite ou qu'on la réprouve. Et là, c'est pareil. On peut être en accord ou en désaccord avec ça en disant c'est un peu simpliste. Oui, surtout que celui-là, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux, c'est que les gens arrivent jusque-là. Et alors, vous le faites de manière un peu détournée, hein, parce que ce personnage-là, qui a vraiment des valeurs, là, en tout cas, qui résonnent dans nos oreilles, on n'aurait pas parié sur lui au départ. Et ça, on ne va pas le raconter. Hein, oui, parce que ça, on ne va pas le raconter. Voilà. C'est bien. Conduisons-nous bien. Voilà. Bon, alors, oui. C'est l'heure. C'est l'heure. De donner la parole au public. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va boire un coup. Comme vous voulez. Non, il y a peut-être des personnes qui ont envie de poser une question particulière. Non ? Oui. Oui. Mais la seule chose que je dirais, c'est que je n'ai jamais tant ri à la présentation de quelque chose que je ne sais pas si c'est une œuvre littéraire, parce que je ne veux pas dire un roman, si c'est un pitre qui nous a fait un peu déconner, délirer dans notre petite tête, mais c'était fabuleux, délicieux, épatant. Bon, alors écoutez, monsieur, vous me faites évidemment très plaisir et vous me donnez envie de lire autre chose. Je peux le faire ? Rions maintenant. Hein ? Alors, je peux ? On y va. Hein, bon, c'est pas une question, mais c'est une sollicitation, je vais le faire. Alors, ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est je suis touché par ce que vous me dites, parce que je m'amuse beaucoup quand j'écris des choses drôles. Je suis ému quand les choses sont émouvantes, je suis déprimé lorsque les choses sont déprimantes, je vis avec mes personnages et quand j'écris, toutes les émotions par lesquelles vous allez passer, si je réussis mon coup, si vous aimez mon livre, encore une fois, on a tout à fait le droit de ne pas l'aimer, hein, mais si vous aimez mon livre et que vous avez des émotions, mettez-vous bien dans la tête que la plupart du temps, c'est parce que je les ai ressenties au moment de les écrire. Alors, vous me dites, c'était drôle, alors je vais vous passer un moment où vraiment, je me suis vraiment bien marré. Et c'est quoi ? Alors, je vous contextualise rapidement. Désiré est employé au ministère de l'Information et est en charge dans cette scène de la censure téléphonique. Alors voilà, un passage typique d'un moment où Pierre Lemaitre s'est bien marré et où il fait le pari de se dire, bon, si j'ai rigolé, logiquement, ça devrait aussi les faire rigoler eux, quoi. Bon. Alors, je reprends le truc. Le service de la censure téléphonique était logé dans une suite du 2e étage où, devant une série de postes à écouteurs, des collaborateurs surveillaient et interrompaient les conversations des soldats encasernés avec leurs familles
des journalistes avec leur rédaction et d'une manière générale tous les échanges pouvant véhiculer des informations intéressant l'intérieur ou l'extérieur du pays, c'est-à-dire à peu près tout. On ne savait plus où on en était, il fallait contrôler, censurer, personne ne savait quoi faire, la tâche était abyssale. On donna à Désiré un classeur épais comme le bras qui recensait tous les sujets dont le service devait assurer la surveillance. Des déplacements du général Gamelin à la météo du jour, des informations sur le prix des denrées alimentaires aux propos pacifistes, des revendications salariales au menu des régiments, tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi ou susceptible d'atteindre le moral des Français devait être rigoureusement censuré. Lorsqu'il brancha sa première fiche, il tomba sur la conversation d'un deuxième classe de Vitry-le-François avec sa fiancée. « Tu vas bien, mon chéri ? Comment ça t'aide ?» interrompit Désiré. Pas de mention concernant le moral des troupes. On sentit la jeune fille un peu désarçonnée. Elle hésita, puis « Au moins, il fait beau !» Rien sur les conditions météorologiques. Un long silence s'ensuivit. « Chérie !» Le soldat attendit qu'on l'interrompe. Rien ne vint, il se lança. « Dis-moi, pour les vendanges, pop, 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 pop. Le vin français est une donnée stratégique. » Le jeune soldat passa à la colère. Il n'y avait vraiment pas moyen de discuter. Il décida d'arrêter là. « Bon, écoute, Trésor, pop, 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 pop. Aucune mention concernant la Banque de France. » Silence. La jeune fille en face risqua. « Bon, ben, je vais te laisser bout. Pop, pop. » Pas de défaitisme. Désiré était très en forme. Bon, alors ça, c'est typique d'un moment où, franchement, je me suis bidonné, quoi. J'aime bien ça me fait marrer, ça me fait rigoler. Et je suis content lorsque vous me dites, bah voilà, j'ai beaucoup ri. Je me dis, bon, bah là, je suis au moins récompensé sur cet aspect-là de la question. J'ai su vous faire rire parce que je me suis bien marré moi-même, quoi. Voilà. Ouais, celui où on ne peut pas dire quelque chose qui a... Oui, c'était les titres de romans même, qui sont finalement l'Odyssée de... Ah oui, oui, parce que oui, père, on ne peut pas dire mère, on ne peut pas dire fils. Oui, c'est assez drôle, ça, c'est drôle. Génial, ça. On était aux questions. Alors bon, je vais profiter d'une question pour lire un petit morceau. Enfin, si vous avez une question, on y répond. Et puis, oui, je vous en prie. Ouais. Je vous fais confiance. Comptez-vous reprendre le personnage du commandant ? Il a pris sa retraite, monsieur. Alors je vais vous dire, dans une période où les retraites sont terriblement menacées en France, quelqu'un qui a réussi à avoir une retraite, je ne vais pas lui reprendre, parce que je ne suis pas sûr qu'il la touchera après. Donc c'est une question sociale, c'est une question d'engagement que j'ai vis-à-vis de ce personnage. Il a touché sa retraite de fonctionnaire de la République. Si je lui retire et je le remets au boulot, je ne suis pas sûr qu'il va... Voilà, donc socialement, je ne peux pas le faire. Je suis navré, je suis navré. Mais là, c'est un devoir politique, si vous voulez. Bon, alors je réponds sérieusement à votre question. D'abord, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que vous avez un peu de nostalgie de ce personnage, et moi, j'en ai aussi. Mais, alors, il y a deux raisons pour lesquelles le personnage ne reviendra pas. La première, c'est que d'abord, je n'écrirai plus de romans policiers. Je pourrais faire encore des romans noirs, mais je ne ferai plus de romans policiers. Pourquoi ? Parce que c'est un genre avec trop de contraintes. C'est trop contraignant. En plus, aujourd'hui, le lecteur de romans policiers est devenu un expert. Pour le surprendre, il faut vraiment se lever de bonne heure, quoi. Vous voyez, vous ne pouvez pas créer un truc sans qu'ils disent comment ça, on n'a pas pris l'ADN de ce gars-là. Pour savoir où il est, on n'a qu'à trianguler son téléphone. Oh là 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 là. Vous voyez, moi je suis plus d'équerre avec ça, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. C'est les contraintes, ça finit par me retirer tout le plaisir de raconter. Vous voyez ce que je veux dire, c'est devenu trop compliqué. Et puis il y a une deuxième raison qui est plus solide encore. C'est qu'un personnage, il a un potentiel narratif. Vous voyez, moi je vois bien... parlons de Wallander par exemple, ou de Rébus par exemple. J'ai l'impression quand même qu'ils font le round de trop. Vous voyez, je trouve que moi les derniers romans d'Ian Rankin avec Rébus, j'ai pas l'impression que Rébus soit encore en capacité de me surprendre. Vous voyez, enfin, j'ai l'impression qu'on est dans la répétition du même. C'était un peu avec Wallander, malgré qu'il vieillissait. Malgré tout, je sentais quand même que son potentiel avait été épuisé. Enfin, il ne surprenait pas. Vous voyez, enfin. J'avais quand même l'impression qu'on se répétait, et il me semble que alors encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ces auteurs, mais
comment vous dire, je ne me sens pas, moi, de plaisir à tirer sur la ficelle d'un personnage, donc j'ai l'impression qu'il ne me surprendra plus déjà à l'écriture, et que donc il y a peu de chances pour qu'il surprenne encore le lecteur. Vous voyez, le faire revenir serait un tour de passe-passe, je dirais utilitaire. Vous voyez, je pourrais faire Verhoeven fait du ski. Vous voyez, mais je pense que ce ne serait pas une bonne action pour les lecteurs, ni pour le personnage, ni pour moi. J'ai l'impression que c'est un contrat perdant. Vous voyez, pardonnez-moi de le dire ainsi. L'avant-dernière, madame. Avant la séance de signature. Oui. Le micro est là. Alors, vous allez poser votre question juste après. On fera 2 questions, une ici et puis une là. Voilà. Allez-y. Ok. Vous avez beaucoup parlé de votre admiration pour Proust et aussi pour Alexandre Dumas. Et je voulais savoir, en fait, dans la littérature contemporaine, quels sont les auteurs qui vous intéressent, ceux qui vous intéressent pas du tout, et peut-être ceux qui vous agacent. Voilà. Ouais. Alors, il y a une chose c'est une question compliquée. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose qui n'est pas si simple. On n'est pas le romancier de ses lectures, on n'est pas le lecteur de ses romans. C'est que les romans que je préfère sont des romans qui sont très très loin de moi. Moi, j'irais volontiers vers une littérature plutôt minimaliste. Mon grand homme, c'est Jean Echenoz. Vous voyez, c'est Yves Ravet, c'est Rollin, c'est des gens comme ça, c'est Emmanuel Carrère du temps où il faisait encore de la fiction. C'est-à-dire des gens plutôt minimalistes, des gens économes. Moi, je suis un homme un peu exorbitant, vous voyez, j'en fais un peu trop, comme ça, je suis comme ça. On aime, on n'aime pas, mais je suis comme ça. Et c'est très curieux parce que les romans que je préfère sont ceux qui sont presque les plus éloignés des miens, sur l'échiquier de la littérature. Et en fait, on s'attend volontiers, me semble-t-il, à ce que je cite des romanciers qui écriraient un petit peu des romans un petit peu dans la même veine que moi. Et bien pas du tout. Ces gens-là, je ne les lis pas, parce qu'ils m'ennuient beaucoup, mais ceux qui me passionnent, c'est ceux qui font presque le contraire de ce que je fais. Encore une fois, si vous me demandez, je n'hésite pas une seconde pour vous dire, Echenoz est pour moi l'auteur le plus doué de sa génération. Pour moi, pardon ? Ah, bah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, parce qu'en plus, c'est un type délicieux, enfin vraiment, pour plein de raisons. Donc, vous voyez, je serais incapable... Vous voyez, regardez, ma passion pour Proust, franchement, il ne peut pas y avoir plus éloigné de Proust qu'un roman de Pierre Lemaître, à tous les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais par contre, c'est vrai que c'est ma littérature. Donc, la littérature que je fais est plus proche de celle que je lisais il y a longtemps, mais elle n'est pas proche du lecteur que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai cité quelques noms. Vous me pardonnerez de ne pas répondre à la deuxième partie de la question en vous donnant le nom de ceux que je déteste, ce qui me semblerait quand même assez discourtois. Et franchement, pour un auteur qui a le privilège de vivre très bien de sa plume, je trouve que ce serait quand même une mauvaise action, vous voyez, moralement, d'aller en plus dire que les autres ne sont pas bons. Franchement, vous avouez être absolument charmante. Je ne vais pas tomber du côté où je risquerais de pencher. Alors, la question là-bas. Madame ? Oui, à vous. Ah ouais, mais je ne peux pas vous dire. Et voilà. Non, je vais juste répondre, on va s'arrêter là. On a passé une longue soirée déjà. Je ne peux pas vous le dire, d'abord parce que j'en suis pas sûr. Et que s'il y a un personnage qui revient, ça ne sera pas un personnage principal. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la trilogie est terminée et je ne vais pas prendre un personnage secondaire pour en faire le personnage principal de la suite. Ça, voilà. Oui. Je vais réinitialiser le truc. Je pense que je vais raconter dans ma prochaine série l'histoire d'une famille, une fratrie. Il y a 3 garçons et une fille. Et en fait, je vais essayer de les suivre pendant une trentaine d'années. Donc c'est l'histoire d'une famille. Ça sera plus une saga que celle-ci, qui était plutôt une suite alsacienne. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, et que peut-être il y aura un point avec un personnage, mais il arrivera de manière plus incidente, et encore comme j'en suis pas sûr, je ne veux pas vous faire une fausse promesse, quoi. Voilà, hein. En tout cas, c'est bien, ça me fait plaisir, ça veut dire que vous avez trouvé de l'intérêt à ces personnages, et c'est toujours bien agréable, bien plaisant. Voilà, maintenant c'était très long. On doit signer. On doit signer. Merci à vous. Merci Nicole.